Et aussi, une nouveauté que j'ai testée cet été, c'est les chantiers participatifs. Ça, on peut en parler. Mais grâce à ma communauté sur Instagram, j'ai proposé à des gens de venir m'aider sur des chantiers et en échange de leur apprendre ou d'échanger des tips sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, d'autres choses. Donc c'était une sorte de week-end mastermind travaux participatifs. Alors une vraie question, est-ce que c'est pas plus facile quand t'es une fille que quand t'es un barbu? Bien sûr que si. D'avoir 10 mecs qui débarquent pour t'aider sur ton chantier. Le chantier de la tentation, tu sais. Tu pourrais presque faire une petite télé-réalité là. Donc j'ai proposé sur Instagram, juste avec une story, j'ai eu à chaque fois une dizaine de participants. Incroyable. 1, 2, 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et nous avons avec nous... Pauline Gauthier. Salut Pauline. Salut bienvenue. Yann. Merci beaucoup. Bienvenue sur ce podcast. Alors Pauline, Tony te connaît un petit peu de ce que j'ai compris. Moi, pas du tout. Et t'es arrivé, en tout cas on s'est un peu parlé en DM sur Insta, pour arriver jusqu'à ce moment. Tu nous as été recommandé par les décos d'Hello, donc la conjointe et bonjour à Hello de Tony, qui nous a dit faut inviter Pauline. Voilà, donc ces choses faites, Pauline, a priori t'envoie vraiment du lourd. Et puis Pauline, donc... t'as cartonné sur Insta, va falloir que tu nous donnes tes secrets à la fin, parce que nous... Moi je voulais faire de la valeur gratos pour tout le monde. Non, Pauline, a priori il y en a déjà beaucoup. Décollé de ouf sur Insta aussi ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Un peu plus vite sur Insta qu'en IMO, mais ça commence à se mettre en place aussi. Okay. Bah écoute, chaque chose en son temps. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup tout ça? Tu vois, qui tu es, d'où tu viens. Je le répète, c'est toujours extrêmement inspirant d'avoir en plus une nana, puisqu'il y en a beaucoup, mais en fait elles ne parlent pas beaucoup, ou on ne leur donne pas la parole, je sais pas. Donc c'est d'autant plus inspirant. Donc voilà, le micro est à toi, n'hésite pas à nous faire un petit feedback de ta vie. Super, donc pour commencer, moi j'étais pas du tout issue du milieu de l'IMO ni du business ou de l'entrepreneuriat, parce que j'étais fonctionnaire et issue d'une famille de fonctionnaires où on était vraiment tous dans nos petits boulots en CDI bien rangés et on s'intéressait pas du tout à la notion d'investissement. Et en fait je suis partie du constat que mon boulot n'avait pas assez de challenge et que je me voyais pas faire ça jusqu'à ma retraite. Donc je me suis mise à chercher toutes les formes possibles d'autres revenus. Tu peux dire ce que tu faisais comme en fonctionnaire? Je suis encore dans ce boulot et ce sera sûrement la fin en 2025. Mais je suis salarié du ministère de la Transition écologique et le but c'est d'aider les collectivités à aménager les espaces publics en faveur des piétons notamment. Voilà pour les grandes lignes. Donc sur le principe c'est super, il y a d'ailleurs plein d'aspects de ce job qui sont très intéressants, mais dans les faits il n'y a pas beaucoup de challenge et surtout ça met beaucoup de temps. Tout ce qu'on veut mettre en place, il y a des procédures assez longues. Et c'est fou parce que c'est fou parce que par ce qu'on entend, tu vois, la transition écologique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, donc je trouve bizarre que ça prenne du temps, puisque nous on nous fait très très vite trier toutes nos poubelles, tu vois, on nous taxe très très vite. Donc je trouve ça super bizarre en fait que ça soit mou et lent. T'as un avis là-dessus Est-ce que d'ailleurs malheureusement c'est le public qui est comme ça. Il y a des couches et des couches chaque fois que tu fais un truc, il faut le faire signer par 4 personnes et entre les RTT, les congés, les vacances, le truc. C'est un peu ça quoi. Est-ce que justement, tu vois, Pauline, ça fait aussi partie de pas du ras-le-bol parce que j'en sais rien, peut-être que t'as pas du tout ras-le-bol de ce que tu fais, mais est-ce que ça fait partie d'une des raisons aussi pour lesquelles tu veux t'extirper de ça, parce que même si t'as des vraies convictions, t'arrives pas à les mettre en place,
Ou alors, non, c'était juste un boulot alimentaire, c'était rigolo, mais en fait, Il y a un peu des deux. Et aussi, je pense que finalement, les personnes qui arrivent vraiment à faire bouger les choses, c'est plutôt les entrepreneurs. Je me suis fait ce constat au cours des derniers mois parce que, en fait, on a beaucoup plus de marge de manœuvre, beaucoup plus d'autonomie quand on est et beaucoup plus entrepreneur. d'oseille aussi. Voilà, exactement. Mm. Et je l'ai vu par rapport à Instagram, j'étais capable en quelques mois de toucher beaucoup plus de personnes qu'au sein de mon modeste poste de fonctionnaire. Donc je me dis, il y a tellement de choses à faire en tant qu'entrepreneur quand on a la motivation, le temps, l'énergie. Je préfère du coup dédier mon temps à ça Ok. plutôt qu'à un poste assez encadré et restreint sur Donc, l'autonomie. là t'es en quoi? T'es en 50%, t'es à 80%, À comment tu... 90% là. Ok, Donc ok. ouais, il y a beaucoup de choses à gérer en parallèle. Et du coup, je me suis lancée dans l'IMO il y a 3 ans, sur une résidence principale au début. Et ensuite, ça a été beaucoup d'investissements locatifs. Donc moi, je ne fais pas de marchand de biens comme vous pouvez le faire, pas pour l'instant. C'est Moi, j'en surtout fais pas du non plus. locatif, stratégie long terme, avec différentes stratégies d'exploitation, courte durée, moyenne durée, longue durée, meublé, non meublé. Ouais, Ok. cool. Bah, c'est déjà super bien. Du coup, Bah ouais. tu fais tout ce qui se fait dans le locatif. Exactement. Voilà. Ok, J'ai à peu trop près cool. tout testé et là, j'en suis à 9 biens. Ça s'est accéléré cette année, puisque j'avais une moyenne d'environ un bien par an au début. Et là, c'est allé assez vite cette année. Alors, Et j'aime bien aussi le côté rénovation. Donc ça, on pourra peut-être en parler plus en détail ok. après. Du coup, t'as démarré en 2021, quoi, si mes Exactement, calculs sont bons. c'est ça. 24 moins 3, ouais, c'est ça, 21. 9 lots en 3 ans, c'est pas mal. Enfin, c'est Bah, c'est même bien déjà, super bien, carrément. ouais. Euh, t'es à peu près où en France? Avignon, dans le sud. Donc autour Ok, ah ouais, d'Avignon, donc une demi-heure autour. le marché en plus est tendu et cher. Euh, comment t'es arrivé à 9 lots en 3 ans? Alors, écoute, au début, c'était seulement des lots en copropriété. Ok, Donc, il y en a eu 4 comme ça. Et ensuite, je me suis mise à acheter plutôt des immeubles. Donc là, ça ok, va plus vite. Donc il y a eu un ensemble de 2 avec une maison et à côté un garage qui a été rénové en T2. Et ok, ensuite un ensemble de 3. d'accord, ok. Et l'aspect fonctionnaire, est-ce que tu penses que ça t'a aidé parce que oui, je te pose pas la question, mais Complètement. je suppose que tu as acheté ça à crédit. Oui, Euh, Ça t'a aidé, pas trop? oui, oui, si, si. Alors c'est vrai que pour les banques, le profil CDI fonctionnaire, c'est du pain béni. Donc ça, j'ai eu la chance d'avoir cette facilité d'emprunt, même si au niveau du taux d'endettement, au début, je me suis mise dans le rouge assez vite, parce que j'étais pas du tout formée. Et pour Ok. acheter mon premier bien, je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser toute ma capacité possible et je vais mettre tout mon Mhm. apport possible. Et en fait, Ok. c'était une erreur, parce que j'aurais dû peut-être aller sur plus petit et puis garder de l'endettement pour après. Ok. Mais bon, ça, on l'apprend sur le tas. Mais Ok. effectivement, par contre, si j'avais pas été fonctionnaire, je pense pas que j'aurais pu débloquer autant de dettes aujourd'hui. Et tu as acheté en nom propre? Tout en nom propre pour l'instant, effectivement. Ok. Et D'accord. là, par contre, ça atteint ses limites parce que bah, Et déjà, j'ai le plafond du LMNP qui arrive. Je sais pas bien si sûr. les gens Si. qui nous écouteront sauront ce que ça veut dire, mais il y a un Ben, plafond on peut refaire duquel un on passe en petit cours. point. Ouais, un petit Mais rappel. grosso modo, quand tu as des revenus salariés, tu peux louer en meublé jusqu'à concurrence de tes revenus, du montant de tes revenus. Mettons, si tu gagnes 30 000 euros par an, tu peux encaisser 30 000 euros de loyer en meublé et rester dans la niche du loueur meublé non professionnel, qui est assez intéressante parce Au que moment où on enregistre. au moment où on enregistre, Oui. tu peux amortir ton bien comme un amortissement comptable. Du coup, tu payes moins d'impôts. Donc c'est quand même intéressant. Exactement. Et donc, pour pouvoir rester dans la tranche LMNP, maintenant, je vais passer en investissement SCI à l'IS avec ma mère, par le biais d'une SCI familiale. Un bien. Ok. Bon, bah, cool. Donc, ouais, t'as accéléré quand même. Enfin, je trouve que c'est balèze. Après J'ai- Coco envoyer 9 lots, je trouve bien. À l'heure où Alors, les j'ai une banques financement. question, moi pour toi, Pauline. Tu as parlé tout à l'heure, donc dans ton boulot, tu manquais de challenge et tu n'as pas attaqué direct par l'entrepreneuriat parce que investissement immobilier et entrepreneuriat, c'est quand même deux choses différentes. Oui. Au bout d'un moment, quand tu commences à investir beaucoup, tu deviens un peu un entrepreneur d'une certaine façon, mais c'est quand même deux choses différentes. Qu'est-ce qui t'a amené
d'abord à l'investissement et après à l'entrepreneuriat finalement? Ça, c'est une bonne question. Je pense que j'avais des croyances sur le fait que j'étais pas du tout câblée pour entreprendre. Et Ok. l'immobilier, ça avait ce côté rassurant, le fait de voir des gens autour de moi quand même qui en faisaient, et ce côté de remplacer des salaires sur le long terme. Mais j'ai compris qu'après, qu'au final, avec l'entrepreneuriat, on pouvait aller beaucoup plus vite. Mm. Que l'immobilier, c'était surtout sur le long terme, et à moins de faire de la courte durée, on peut pas dégager beaucoup de cash, en tout cas dans les conditions de taux actuelles. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ok. Et ce switch, tu vois, mental, là, il a pris combien de temps? C'est-à-dire à te dire, ok, sur l'entrepreneuriat, je vais quand même plus vite. Donc ça a Mhm. pris combien de temps? Et quand tu as réalisé, vers quoi tu t'es tourné? Mhm. Je dirais que ça a pris 1 an et demi. Parce que la date de il y a 1 an et demi, c'était le début sur Instagram. C'est par là, je pense que j'ai switché. Je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver un nouveau moyen de générer des revenus. Et donc, pourquoi pas les réseaux sociaux? Parce qu'il y a cet Ok, aspect de liberté géographique. On peut ok. exercer d'où on veut. Et je me suis dit, ça m'engage à rien. Je peux partager mes aventures dans l'IMO, donner des conseils, aider les gens à rénover. Et ça a commencé comme ça, petit à petit. Et ça a pris de l'ampleur sur les 18 mois précédents. Du coup, ça fait 1 an et demi que je me suis lancée sur Instagram. Et voilà, là, j'ai découvert plusieurs moyens de monétiser son audience, par l'affiliation, par la vente de prestations en ligne, et puis par des partenariats avec notamment des matériaux, de rénovation, tous les métiers de l'immobilier, en fait, qui pourraient être reliés à ce que je dégage sur le compte Instagram. Donc là, ton but, ça a été de créer un compte Insta. C'est ça. Et la niche dans laquelle tu t'es lancé, c'est la réno. Mais parce que tu fais tes rénos, toi? Oui, au début, j'en ai fait beaucoup par moi-même. Ok, Maintenant, je le délègue parce que ok, pour aller plus vite, on est obligé à un moment donné de ok. déléguer. Mais au début, effectivement, j'ai rénové pas mal de choses moi-même. Et tu faisais Et tout ou... quasiment. Il n'y a que la plomberie que j'ai jamais touchée, mais j'ai fait de l'électricité, des sols, postes de cuisine. Ouais, toute ça seule? paraît impressonnant. Parce que Alors, moi, des les amis legs, m'ont aidé, hein. Je moi, vais pas prendre tous les lauriers, mais j'ai eu tu me des donnes amis une qui... brassée de câble, je suis incapable, moi, hein. Enfin, je pense Je sais pas. qu'avec Yann, tu nous mets tous les deux sur un Ah chantier et oui, tu oui. reviens le Moi, soir. il s'est rien passé. Ah, vraiment. On a juste monté billets web pour le Oui, surf, c'est ça. le MMA, le truc, le machin, mais c'est tout. Mm, mm, mm. Ok, et ça, tu t'es... Enfin, c'était Comment quelque t'apprends les chose... legs, quoi? Enfin, Ouais, t'avais acquis ça en travaillant avec ton papa quand t'étais petite, ou je sais pas, enfin, est-ce que tu deviens pas... tu te lances pas là-dedans comme ça du jour au lendemain? Non, c'est sûr. Non, bah, c'était vraiment sur le tas. Où en fait j'avais fait des rénovations avec mon conjoint de l'époque qui était un petit peu calé en électricité et donc il m'avait ok. montré comment faire. En parallèle, on avait regardé des tutos, on avait regardé la norme ELEC Mhm. et en fait une fois qu'on comprend les concepts, il n'y a rien de ni physique ni technique, il Mm. n'y a pas besoin de beaucoup d'outils pour l'ELEC. Donc honnêtement, ça se fait bien. Alors c'est sûr qu'il faut se lancer avec quelqu'un, je pense, parce que ça fait peur au début, mais après c'est vraiment assez facile. Ouais. Ok. Merci à Michael, du coup, d'avoir formé Pauline à faire de l'élec et du coup maintenant prendre beaucoup d'argent grâce à lui. Euh, Non, non. Ok. Et pour le reste de l'aspect réno, après pareil sur le tas. Oui, 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 sur le tas, il y a énormément d'infos sur Internet. Il y a Ouais, pas ça mal de comptes m'impressionne ça. Insta d'ailleurs qui se développent sur ça, sur des rénovations. Et donc ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, celui qui veut se lancer dans une tâche, une compétence, il a toutes les ressources possibles sur Internet. C'est ça qui est bien, le Ouais. Tu trait. sais que ça, je trouve que c'est fantastique parce que c'est un peu la revanche des artisans et tout, d'une certaine façon, enfin de certains, ceux qui ont en tout cas envie de parler de leur boulot. Mhm. Parce que moi, je m'en souviens, quand j'étais dans les travaux publics, je voyais plein de mecs déjà se lancer sur Instagram ou sur les réseaux, ou faire des chaînes YouTube. Et je me disais, j'ai rien d'intéressant à raconter. Mais en fait, si j'avais sorti une chaîne YouTube sur les travaux publics, je pense que j'aurais cartonné. Moi, je Mm. suis deux, trois comptes Insta de gars qui sont chauffeurs de camions, chauffeurs de pelleteuses. Alors, c'est de l'humour de travaux publics, ça me fait marrer, moi, parce que j'ai les refs. Mais les gars sont employés, quoi. Et ils ont monté des comptes Insta qui sont sérieux, hein, des 20 000, 30 000 abonnés, à faire un peu des blagues sur leur métier, quoi. Bah, tu le vois Mhm. avec David, le plaquiste de Limo. Ouais, carrément. Ça explose. Mais par contre, à la différence, tu vois, de ce qu'on pourrait faire nous, euh, si tu veux, c'est pas que de la technique. C'est-à-dire que entre ton écran
ou une vidéo YouTube où on t'explique comment, je sais pas, faire de l'élec, faire de la plomberie, etc. Après, tu as de la partie technique, terrain. Tu vois, c'est pas que théorique. Oui. Quand c'est théorique, je comprends en fait que ça puisse fonctionner. Quand c'est pratique, on s'est tous dit, ok, ça en fait, ça paraît trop simple. Je te parle d'un joint de salle de bain, tu vois. T'as des mecs, les joints de salle de bain, ils les font les yeux bandés, deux mains dans le dos, tac, pistolet un peu sur le côté. Toi, t'arrives, t'appuies trop, ça dégueule, ça en fout partout. Enfin, moi en tout cas, je suis l'expert pour ça. Cet exemple-là précis, j'ai appris les joints de salle de bain en tuto YouTube. Oui, mais moi aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu que je m'y reprenne à 5-6 fois, tu vois, que je scotche partout pour pouvoir... Mais voilà, alors que, cette partie coup de main, pour moi, ne sera jamais remplaçable, en fait. T'as des mecs qui vont être, des mecs ou des nanas, qui vont être extrêmement doués, d'autres, ça va être des catas. Moi, j'ai deux mains gauches, on y fera rien, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous... Oui, ça nous casse les couilles en plus. Voilà. Ouais. Donne-nous un ordi, fais-nous un marathon de podcast pendant 24 heures, on va faire que les cons. Donne-nous. Ça, on pourrait le faire d'ailleurs, ça. Très si tu veux. Donne-nous du placo, on n'aime pas trop, quoi. Moi, je sais que je suis pas bon et j'y prends pas trop de plaisir. Donc, toi, tu prends du plaisir, Pauline, quand tu réalises des travaux ou... Je vous avoue que c'est dur de s'y mettre. Faut vraiment. Être discipliné pour s'y mettre, mais par contre, une fois qu'on a le résultat, c'est hyper gratifiant. Ouais, j'imagine. Et se dire, voilà, là, je vois un appart, c'est moi qui ai fait la majorité. Ça, c'est génial. Et alors, maintenant que tu as vraiment des revenus conséquents et tout, est-ce qu'il n'est pas plus gratifiant? C'est une vraie question. C'est une question un peu salopard, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il n'est pas plutôt gratifiant de te dire que tu n'as rien foutu et que tu as eu les moyens de payer quelqu'un pour le faire, que de dire, c'est moi qui l'ai fait? C'est pas mal aussi, oui, c'est sûr. C'est pas mal aussi, mais il faut les deux, il me semble. Parce que faire des choses manuelles aussi, ça a quelque chose d'assez méditatif, gratifiant. Donc en fait, maintenant, c'est vrai que je délègue pas mal de choses, mais je garde certaines parties pour moi. Et aussi, une nouveauté que j'ai testée cet été, c'est les chantiers participatifs. Ça, on peut en parler. Mais grâce à ma communauté sur Instagram, j'ai proposé à des gens de venir m'aider sur des chantiers. Et en échange de leur apprendre, ou d'échanger des tips sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, d'autres choses. Et donc c'était une sorte de week-end mastermind travaux participatifs. Et ça a super alors, une vraie question, est-ce que c'est pas plus facile quand t'es une fille que quand t'es un barbu? Bien sûr que si. D'avoir 10 mecs qui débarquent pour t'aider sur ton chantier. Je pense que le chantier de la tentation, tu sais. Tu pourrais presque faire une petite télé-réalité là. Mais ceci dit, j'ai eu autant de filles que d'hommes sur ces chantiers-là. Ah ouais, non, mais trop je plaisante, cool. Mais ça c'est trop bien. Trop cool. Et tu l'as fait quand ça? C'était en août, sur 3 week-ends en août. Donc j'ai proposé sur Instagram, juste avec une story, et j'ai eu à chaque fois une dizaine de participants. Incroyable. Ouais. Et du coup, ça bombarde là quand t'as 10 personnes qui débarquent. Et t'as des gens qui savent faire ou c'est des gens qui viennent... Alors il y a les deux, il y a des gens qui savent faire, donc là ils viennent purement pour aider et se sortir de leur quotidien et rencontrer d'autres investisseurs, parce que c'est des gens qui étaient assez isolés dans leur projet. Et il y en a d'autres qui sont novices en travaux et qui veulent apprendre à utiliser une perceuse, à peindre. Donc cool. C'est vraiment assez mixte et on a passé des super moments, tout le monde était très content. Et ça, tu penses le refaire? Oui, complètement. Complètement, ça c'est quelque chose que j'aimerais déployer, même pas forcément que sur mes chantiers. Peut-être faire un groupe privilégié où on s'entraide sur différents chantiers et on change au cours de l'année. Mais il y a un vrai potentiel sur ça. Ça, je trouve ça super bien. Ouais, franchement, bravo. Mais par contre, je crois que j'oserais pas, tu vois, amener du monde. Enfin, je sais pas si je serais capable. Au début, je n'osais pas vraiment. Mais je me suis dit, bon, on va essayer juste de toucher déjà mes amis qui sont dans le coin. Et puis on verra si ceux qui viennent de plus loin ou qui me connaissent pas sont motivés. Ça coûte rien. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais presque gênée parce que moi, j'avais quasiment rien à faire, juste à coordonner les gens, leur donner des conseils, préparer à manger. Et ça avançait, en fait, sans que vraiment, moi, je fasse grand-chose. Et ça, c'est pas mal, en vrai. Ah oui, parce que, attends, à l'instant T, tu ne bricolais pas avec eux? Alors, des fois, oui, mais clairement pas la majorité. Comme tout le monde doit te demander ce qu'il a à faire, finalement, t'es plus à donner des conseils à droite ou à gauche que à faire toi, quoi. C'est ça. Putain. Et ouais, mais c'est trop bien. Parce qu'en plus, tu balances un podcast des gentlemen investisseurs ou peu importe quoi, tu leur balances 160 épisodes, tu sais, en boucle.
Du coup, tu les laisses dans l'appart, tu les enfermes, ils ont forcément des tips et ils te font tes travaux. C'est pas con, Pauline, bravo. Ok, mais belle initiative pour ça. J'ajoute juste un truc sur ce que tu disais, Yann, je voulais rebondir. Quand tu disais, est-ce que tu es plus content maintenant d'avoir la thune de payer tes travaux que de les faire? Je pense que quand tu les as fait toi-même, tu les réalises encore plus comme tu as de la chance. Parce que moi qui aimais pas ça, quand j'ai passé des journées entières dans mon premier immeuble de Saint-Thé à me retaper des parquets, de la peinture, de trucs, parce que j'avais pas la thune, et le fait de pouvoir payer, tu réalises encore plus comme c'est bien. Je crois, parfois. Ouais, ça je suis pas du tout convaincu, mais pourtant tu vois, j'ai analysé 1000 fois ça, mais tu calcules plus le temps que ça prend de l'avoir fait toi-même. Ah non, mais ça bien sûr. Mais regarde, c'est comme les montages par exemple. Quand tu sais le faire et tout, tu te rends compte que c'est quand même un confort quand tu as quelqu'un qui le fait pour toi. Alors oui, pour te rendre compte du confort, c'est ça. Je l'entends. Mais ou du temps que ça prend, tu vois. Moi, si tu veux, j'ai une patience légendaire qui est à peu près de 10 secondes. En fait, si tu veux, le bricolage ne va pas au-delà du fait que je ne saurais pas le faire, ça je peux l'apprendre. C'est pas du tout câblé en fait avec moi. Tu vois, par exemple, à l'endroit où toi, Pauline, tu parles d'un moment de méditation où tu te retrouves toi, moi et c'est réel, hein, pour moi c'est un pic de stress, tu vois. Et je peux te prendre l'exemple de samedi, quoi. Samedi après-midi, j'avais prévu une après-midi pour bricoler, vraiment du petit bricolage, hein, sur la moto. J'ai passé 1h40 sur un bouchon de vidange. Au final, il était en 13, tu sais, l'écrou était 13, aujourd'hui c'est 10. Tellement je l'ai poncé, lissé, voilà. Et j'ai tout essayé. J'ai appelé mon beau-frère qui m'a guidé à distance et tout. En fait, il n'y avait rien de con, c'était dévissé. Mais en fait, quand t'as pas la chimie qui fait que ça fonctionne, bah ça fonctionne pas. Et j'ai tout essayé, tu vois. Donc, et du coup, je me suis énervé, ça m'a saoulé, à tel point que j'ai failli... Enfin, j'ai dit au gars, bon, c'est bon, on oublie tout, je redescends chez moi, tu vois. En fait, ça a créé un tel pic de stress que c'était contre-productif, on ne peut pas plus, quoi. Moi, je compte pas le nombre de fois où j'ai pleuré aussi sur des chantiers, faut aussi le dire. Et ouais, voilà. De colère ou de désespoir, parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions parfois. Ou quand ça peut être dangereux, tu vois. J'ai cette histoire légendaire, mais Yann, tu la connais, mais je ne sais pas si j'ai déjà raconté dans les podcasts. Quand dans ma maison du Sud, je débroussaillais encore moi-même le terrain 2 fois par an, où il y a 2000 mètres carrés, c'est pas que c'est très grand, mais tu sais, des fois tu as des bambous, un peu de rond, c'est tellement en pente. Et un jour, je l'avais fait, et j'ai surtout une espèce de haie mitoyenne avec le voisin, c'est une galère. Bon, aujourd'hui, je paye un paysagiste, mais comment j'ai pris la décision de payer un paysagiste, c'est que j'ai fait 2 heures de tronçonneuse tout le matin, et je vais arrêter pour aller bouffer. Et en fait, je vois que j'arrête la tronçonneuse et je vois que la lame, elle s'arrête d'un coup. Et je dis, pourquoi elle s'est arrêtée d'un coup? En fait, parce que je l'avais prise dans mon pantalon et aussi dans ma cuisse. Et en fait, je me suis entaillé la cuisse à la tronçonneuse. Non, mais ça aurait pu être dramatique. Hein. Bah oui. Et j'ai une balafre sur la cuisse. Je t'ai jamais montré? Non. Pourtant, on a dormi ensemble un paquet de fois. Bah ouais, non, mais non. Et l'eau, elle m'a entendu. Je l'ai appelée d'en bas. Ça faisait peut-être 1 an et demi qu'on était ensemble, tu vois. Elle est arrivée avec une bassine d'eau. Elle a cru que c'était vraiment beaucoup. J'ai eu de la chance, je sais pas, ça fait 5 cm, tu vois, un truc comme ça. Okay. Mais là, j'ai dit, c'est bon, c'est mort. J'arrête les travaux manuels, je suis pas doué. Stop. Ouais, stop. Mais... Et puis tant mieux, au final. Si tout le monde savait tout faire, tu vois... Oui. Moi, c'est pour ça que je paye. Je sais pas faire, c'est comme ça. Mais bravo à toi, bravo Pauline. Franchement, trop bien. Merci. Et alors, si on reprend un peu ton feedback, donc fonctionnaire, ça doit être territorial, c'est ça, un truc comme ça, non? Fonctionnaire d'État. Rien à voir. Mais on aide les collectivités, entre autres. Ok. Avant ça, t'as quel parcours, tu vois, scolaire? T'as fait des très longues études? Qu'est-ce que t'as fait? Assez longue, ouais. J'étais donc sur un cursus scientifique avec une prépa en sortie de lycée. C'est ça, on va en parler après. Et donc prépa pendant 2 ans, vraiment du boulot acharné jusqu'à 23 heures. Des profs assez sévères. Bon, on connaît un petit peu les préjugés sur la prépa, et c'est vrai, c'est assez difficile mentalement. Et ensuite une école d'ingénieur pendant 3 ans.
Et puis cette école qui était une école de fonctionnaires où on entrait, on était payé pendant les études. Et par contre, en échange, on devait travailler minimum 8 ans pour l'État. Non. Ah C'est ouais. chaud. Ouais. Tu prends des Ouais, il y sacrés a un engagements. engagement. Alors, on peut faire des coupures au milieu de cet engagement, aller tester dans le privé quelques années, mais il faut revenir ou Avec des alors dispos. rembourser. Voilà, avec des dispos. Et donc, moi, justement, j'arrive au bout de ces 8 ans l'année prochaine. D'où Ok. l'envie de tester autre chose, donc par le biais d'une dispo. Ce qui me Et permet de garder ma place au sein de la fonction publique et revenir si jamais ça se passe mal. Mais je compte pas que ça se passe mal. ok, t'as quoi? T'as 6 ans de dispo? Non, moins peut-être. On a 5 ans actuellement. 5 ans. On Ok. peut revenir pendant 1 an et demi et reposer 5 ans. Donc au final, 10 ans sur la totalité. Ça, c'est quand même confort. Faut Super. avouer. C'est quand même confort. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé à prendre une dispo plutôt que, par exemple, un 50%, tu vois? Garder du coup, alors une sécurité de l'emploi, oui, non, mais ça on s'en fout un peu. Mais par contre, une capacité d'emprunt à la banque, tu vois, tu l'as dit toi-même, il y a ce côté tapis rouge. Pourquoi ne pas plutôt passer à 50%, avoir ce côté tapis rouge et continuer en parallèle ce que tu fais? Et Ouais, c'est bonne question. Bah déjà, le fait de passer à temps partiel, on reste effectivement fonctionnaire auprès des banques, mais par contre, on a peu de revenus. Donc au niveau de l'endettement, je pense que je m'en sortirai pas à 50%. ok. Après, il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir brûler ses bateaux, comme on dit, Oui, pour vraiment se mettre à fond dans un projet et ne plus trop avoir le choix. ouais, complètement. Tout en me disant que je garde ce plan B de revenir. Mais l'objectif, c'est vraiment de tout mettre en place pour pas avoir à revenir. Et ensuite, il y a quand même cet aspect de charge mentale où même si on réduit le temps de travail, il y a toujours ce volet-là de Hmm, je salariat suis qui est d'accord. présent et on peut pas organiser vraiment ces semaines comme on le veut. Et je pense qu'au final, c'est contre-productif. Donc, je suis vraiment dans l'optique tout ou rien. Euh, Nous et aussi. voilà, d'où l'intérêt Ouais. de tout lâcher et puis voir comment ça se passe et plonger à fond dans l'IMO et l'entrepreneuriat. Mais tu le verras. Alors, tu vas prendre une. Tu l'as peut-être dit, mais ou je l'ai raté, mais tu prends une dispo ou tu C'est ça, démissionnes? Comment Non, non, dispo. une dispo. Dispo. Une dispo. Et tu sais, entre la vie de. Et tu vas le découvrir, enfin, tu commences déjà à le découvrir parce que tu es à fond dans l'entrepreneuriat, dans l'invest. Mais le pas entre le salariat et l'entrepreneuriat, quand ça fonctionne, et puis surtout après, quand tu as bien avancé, et quand tu le vois aussi avec une optique un peu de liberté, comme nous, que tu n'as pas de salarié, tu n'as pas de bureau, tu dois y aller tous les jours, absolument, avec des horaires fixes. C'est plus qu'un choix entre salariat ou entrepreneur, c'est un choix de vie, en fait. C'est, Complètement. tu peux te Complètement. retrouver à taffer un samedi soir, un dimanche soir, et Oui, puis derrière partir une semaine en vacances. En fait, ta vie, elle s'articule autour. Le choix, il est énorme. Nous, on serait de inemployable, pouvoir mon travailler Yannou, à là. son C'est rythme. terminé. Ah oui. Maintenant, je Vous pense que pourriez c'est plus vraiment. revenir dans un salariat, vous? Ouais. En fait, si c'est toujours pareil, tu vois, si vraiment il y avait aucun Ah, choix, mais je vais pas me laisser mourir ni foutre ma famille Bien dans sûr. la merde. Mais par contre, quand Tony dit on serait inemployable, je pense que c'est plutôt ça le terme. C'est-à-dire que si on n'a pas le choix, on le ferait. Mais je pense que ça serait certainement compliqué, surtout pour les employeurs. C'est-à-dire que moi, je pense que là, maintenant, déjà, j'étais difficilement gérable, mais là, je pense que en fait, tu vois, je ferais chier, en fait. J'appuierais absolument sur tout ce qui va pas, voilà. Donc, et puis, je pense que je serais absolument tout le temps frustré, un peu comme quand je me dis, ok, je vais repeindre un mur, tu vois. Ouais. J'irai en n'ayant pas envie de le faire. Du coup, la moindre petite goutte pourrait déclencher un tsunami. Bon, je pense que Tony a raison. On est plutôt inemployable. C'est après, je sais pas si c'est un mal ou un bien. Il faut absolument tout. Et tu vois, honnêtement, t'aurais dit, je prends 50%, enfin, je me mets à 50% pendant encore 10 ans. J'aurais été premier à te dire, c'est la bonne stratégie pour pouvoir continuer à empiler, tu vois. Ok, à un moment, il y a maintenant au moins 20 minutes, tu nous as dit que tu voyais des gens autour de toi faire de l'IMO. Euh, Quelles sont ces personnes? Est-ce que c'était ton environnement très proche? Est-ce que c'était des collègues de boulot qui faisaient ça?
Alors, il n'y en a pas tellement au final dans mon environnement proche. C'est juste que quand j'étais enfant, il y avait un ami de mon père qui était rentier. Donc en fait, Ok, j'ai été exposée assez jeune à cette notion-là de rentier. Et je ok, pense que ça a semé des graines quand même dans ma tête. Et que plus tard, j'avais du coup cette croyance comme quoi il n'y a que le salariat qui peut nous fournir des revenus. Celle-là, elle n'était pas présente parce que j'avais l'exemple de quelqu'un ok. qui, qui vivait par son immobilier, par ses Il investissements. avait fait comment? Alors, c'était il y a longtemps. C'était une stratégie vraiment bon père de famille en région parisienne, acheter des immeubles, les mettre en location nue, avec l'équivalent de loc avantage à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, mais un conventionnement où c'était des D'accord. logements sociaux. Et du coup, on avait des loyers plafonnés, mais une défiscalisation et des avantages autres. Ok, Et donc, il avait enchaîné comme ça, sur une époque où l'immobilier était pas trop cher. Et là, ça a pris de la valeur au cours des années suivantes. Et ok, il l'a fait assez vite, hein, au final, en rénovant aussi par lui-même des logements. Ok. Et voilà, il me semble qu'en l'espace de 3 ans, il avait réussi à devenir rentier. ok. Et Et bon, après, il y avait mes parents qui avaient acheté leur résidence principale, un copain qui avait aussi un peu de locatif. Donc voilà, j'ai eu plusieurs exemples comme ça, un peu ok. de partout. Et justement, comment, tu vois, quand tu étais petit toon là, et qu'il y avait ce fameux monsieur qu'on va appeler Monsieur le Rentier, comment réagissaient tes parents? Tu vois, est-ce que tes parents euh, l'ont entre guillemets gentiment un peu critiqué en te disant non non Pauline, la vie c'est pas ça, ou alors bien au contraire, tu vois, le voyaient comme quelqu'un qui avait réussi et du coup tu pouvais le prendre en exemple. Ben Tu vois ouais, ce que je veux dire? ouais, je vois. C'est marrant que tu poses cette question parce qu'il n'y avait pas vraiment de réaction. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui voient des gens investir dans l'immobilier, s'enrichir, devenir rentiers. Et il y a une espèce de déni. Euh, Comme Hmm. si eux, ils s'en sentaient pas forcément capables alors que c'était pas dans leur objectif de vie. Donc on n'en a pas forcément parlé et il n'y avait pas forcément non plus de discussion entre mes parents et cet ami-là. Peut-être que de la part de cet ami, il voulait rester assez discret sur ça et qu'il voulait pas non plus l'exposer trop. Et d'ailleurs, je pense qu'on le ressent aussi quand on est confronté à des gens qui sont pas du tout dans l'IMO. On se sent pas forcément légitime d'en parler ou alors Hmm. on a peur d'être mal compris. Donc il n'y avait Mais pas de retour sur ça. il y a il y a un vrai truc, tu vois, avec ça. Et je rebondis et je te rejoins pleinement. C'est-à-dire, je sais pas pour vous, mais moi, à titre perso, les gens les plus déformés ou pas formés sont les gens, pas que je côtoie le plus, mais les plus proches euh, de moi. C'est-à-dire que je vois mes bofs, ils me voient. Mais en fait, jamais ils vont poser une question. C'est très bizarre. Hmm. Euh, bon, Sarah, si, mais on a eu aussi le cas plusieurs fois avec Tony, dans notre entourage donc entrepreneurial, d'avoir des très jeunes ou un peu moins jeunes qui se sont mis à nous poser deux, trois questions, tu vois. On leur a tendu une perche, ils ont commencé à croître, et du jour au lendemain, ils ont tout arrêté, ou alors ils nous posaient plus les bonnes questions, ou alors carrément ils partaient complètement en couille, tu vois, en pensant être arrivés. Et on s'est posé plein de fois la question avec Tony, ce phénomène, c'est très bizarre, tu vois. Les gens qui avancent le plus, en fait, sont des gens qu'on connaît pas, qui viennent, qui nous payent à travers peu importe quoi. Et par contre, les gens, en tout cas moi dans ma sphère familiale, ne serait-ce qu'un ETF, j'en ai jamais parlé Hmm. parce que bah on m'a jamais posé la question. Et pourtant, ils voient bien que je suis plus souvent le cul sur une moto, enfin j'exagère, mais Hmm. que Ils ont à bien. bosser comme eux, tu vois. Et ça m'a toujours fait poser question. Je me suis toujours dit putain, mais vu qu'ils nous voient avec Sarah, ils devraient quand même un moment nous dire, tu vois, entre deux coupes de champagne et Noël, nous dire, je comprends à peu près ce que tu fais, mais comment tu le fais en fait? Parce que moi, je suis dans mon boulot. Et du coup, il y a peut-être un contre-exemple, ou en tout cas une vie parallèle à ce que je fais aujourd'hui. Laquelle est-ce? Et en fait, ça ne vient pas. C'est bizarre quand même ça. Je suis complètement d'accord. Mais là, j'ai été confrontée récemment à des gens qui, en fait, jugeaient ça pas éthique. Et Oui. je pensais pas que c'était possible. Mais là, j'ai eu des réflexions de quelqu'un qui m'a dit, tu fais de l'argent, Hmm. des bénéfices sur un locataire, du coup, c'est pas éthique. Ouais, mais Et ça en je l'ai fait, eu.
Il n'arrivait pas à être d'accord avec moi sur le fait que quand même investir c'était de l'énergie, en tout cas au départ, un risque, une prise d'initiative et que ça pouvait être récompensé parce que mine de rien les investisseurs on est quand même là aussi pour entretenir le patrimoine français. Bien sûr. Et donc lui pensait qu'il fallait qu'on soit à l'équilibre et pas avoir de bénéfices sur cette activité-là. Bien sûr. Attends, être rémunéré pour autant de risques et tout, franchement, moi je trouve ça dégueulasse. C'était quelqu'un de ton environnement au boulot ? Oui, tout à fait. Et oui. Et donc il joue de l'harmonica, il fait des feux de camp et il est de gauche, quoi. En fait, concrètement. C'est ça. Et ça te fera peut-être du bien. Aussi comme biais. Dans le fonctionnariat, tu dois être vraiment entouré aussi de gens qui sont dans, on peut le dire, dans ce un peu gauchisme mental, où on mange pas avec des bons sentiments. Quand les gens te disent c'est pas éthique, à ce moment-là, on fait quoi ? Est-ce qu'on est tous logés dans des logements de l'État ? Ou alors est-ce que si les propriétaires prennent les gens au mot en disant je peux pas te louer mon logement, j'ai 8 maisons, je les laisse vides parce que ça serait pas éthique en fait de te prendre de l'argent pour te loger. Donc habite dans la rue, tu vois. Il y a un moment où c'est hallucinant, quoi. Complètement. Ça, tu l'auras plus entouré d'entrepreneurs, tu vas voir ça. On respire un peu. À ce sujet, tu vois, je pensais pas qu'on arrivera à ça, mais... Et peut-être que Pauline, tu es au courant de ça. À l'endroit où je vis et non pas où j'investis, c'est surtout ça pour Tony, tu vois, pour qu'il arrive à situer géographiquement. À l'endroit où je vis, il y a depuis mercredi dernier 4 communes autour de moi, dont celle où je vis, où un permis de louer vient d'être mis en place. Je vous la fais courte. En fait, quand Tony, tu dis... t'as dit... J'ai pensé au moment où tu as dit on va tous vivre dans des logements de l'État. Donc là, le permis... attention, accrochez-vous bien, c'est le moment un peu gerbe. Voilà. Donc, le permis de l'État... le permis de louer, il sera obligatoire pour tous les bailleurs, donc sur ces 4-5 communes, pour l'instant. Il faudra obtenir ce permis à chaque changement de locataire. Et on n'a pas encore le montant, mais on est entre 50 et 80 euros TTC. Donc c'est un nouvel impôt, hein, ok ? Mais par contre, le niveau de gerbe maximal, c'est qu'en fait ça c'est que pour du particulier, et ça ne fonctionne pas pour les biens, et donc les biens de l'État, HLM, Office, etc. Eux n'ont pas besoin du permis de louer. Et à terme, donc j'en ai discuté avec un élu, qui est plutôt de notre avis que du leur, à terme il me dit en fait c'est un nouvel impôt, et le but du jeu est ce qu'on a entendu, on a entendu ça je pense pendant 5 ans, que le foncier appartienne petit à petit en fait, qui glisse vers l'État, et qu'on soit locataire à vie de notre État. Voilà. Et incroyable. J'ai trouvé ça magnifique, parce que autant tu vois, t'entendais des mecs qui crient au loup en permanence sur Insta, sur YouTube, c'est la fin, tu sais, la fin de tout, la fin du capitalisme, la fin du ceci, la fin du cela, la bourse va s'effondrer, etc. Et ça, c'était un discours qu'on entendait un peu. L'État va racheter tout le foncier, on sera toujours locataire, etc. J'y croyais qu'à moitié. Et là, en fait, le permis de louer, il tombe, moi, dans ma commune, qui est une petite commune en plus, tu vois, c'est qui le cru, quoi. Et donc, effectivement, c'est la marche en avant de cette nouvelle sodomie, quoi, hein, soyons clairs. Tu vois, ça m'amène 2 trucs, mais le premier, c'est un peu la démago, parce que ta commune, c'est plutôt comme chez moi, c'est la petite campagne bourgeoise. Tu as plus de chances de croiser une mamie avec son Yorkshire que tu vois, ou un Porsche Cayenne. Voilà. Ou des gens dans le besoin, quoi. Tu vas plus te faire renverser par un Cayenne que par une Twingo, quoi. Et donc, le permis de louer là-bas, je veux dire, tous les logements, ils sont déjà super bien, quoi. Donc, il y a un peu de démago. Et la deuxième chose, c'est plutôt pour rebondir sur ce que disait Pauline, quand il y a des gens qui rentrent dans le concours de vertu comme ça, à vous dire, mais c'est pas éthique, moi, si j'avais des logements, je les donnerais gratuitement aux gens. Regardez ce qu'ils font, les gens. La plupart du temps, où ils vont se nourrir à Lidl, manger du poulet qui a été élevé en batterie. Et donc ça, c'est un désastre écologique, humain, animaux, ce que tu veux. Avoir des Nike qui ont été fabriqués en Chine, où ils ont exploité des gamins, acheter des vêtements sur Shine. Quand tu commences à rentrer dans le concours de la plus belle vertu, de la plus belle morale, tu as intérêt d'être le plus propre du plus propre. Je suis d'accord. Parce que sinon, tu peux pas parler, en fait. Donc, en fait, personne ne peut parler, quoi. Exactement.
Ouais, mais voilà. Bon, bref, petite fermeture de parenthèse. Donc, ton papa, ta maman ne s'exprimaient pas trop, en fait, au sujet de Monsieur Laurentier. Donc, ils ne t'ont ni indiqué ni contre-indiqué qu'il fallait suivre ce process. Tu viens d'une famille où il y a beaucoup d'enfants ou tu es toute seule? Non, je suis toute seule. Ok. Je suis moi unique dans cette famille. Ok. Et tes parents sont fonctionnaires aussi, c'est ça? Oui. Ok. C'est ça. Ouvert quand même sur le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire capitalisme à l'inverse même de ce qu'ils ont vécu, ou alors le vrai fonctionnaire tel qu'on pourrait le caricaturer. Après, nous, on le fait pas trop, mais... Alors, quand même ouvert. Ouvert, ok. Quand même relativement ouvert. Du côté de mon père, alors lui, il comprend pas trop que je me donne autant de mal. Pour lui, il faudrait que je profite de mon salariat qui est très bien, qui demande pas énormément d'heures de travail, où j'ai beaucoup de vacances, et voilà, vivre comme ça, tranquillement, jusqu'à la retraite. Ok. Ma mère, par contre, je pense qu'elle a aussi ce côté entrepreneuse qu'elle a jamais vraiment Enfoui. exprimé. Voilà. Mais du coup, là, on va s'associer au travers de la SCI C'est trop bien. et elle a même hâte d'être à la retraite d'ici 2 ans pour faire des projets, notamment avec moi, Trop cool. peut-être en marchand de biens entre mère et fille, ou en tout cas de décoration, voilà, sur mes appartes. Trop cool. Du côté de ma mère, ouais, ça bouge bien et elle me soutient à fond. Ok. Donc là, j'ai cette chance quand même d'avoir des parents qui sont prêts à écouter ce que je fais Non, mais c'est... et me soutenir. Ah, c'est super. Ça, c'est vraiment bien. Et t'as une question, Tony, ou j'enchaîne? Parce que j'en ai J'allais plein. enchaîner, moi, sur le côté business et Instagram. Ouais. Enfin, à moins que tu en aies d'autres, Yann, avant qu'on Moi, passe moi, ce que je voulais juste... j'avais une question encore sur l'IMO. Donc, à l'heure, tu sais... Enfin, post-Coco, c'était un peu plus compliqué, et c'était réel, hein, les taux augmentaient et tout. Je sais qu'il y a une question de nos auditeurs, ça va être, du coup, comment t'as fait? Enfin, est-ce que t'as eu une stratégie magique pour pouvoir continuer à emprunter, etc. Est-ce que tu as parlé de location courte durée, de location moyenne durée? Est-ce que du coup tu as mis en avant ça pour aller lever des fonds, alors que moi je suis tout le temps en train de dire qu'il ne faut pas en parler, et je veux bien me tromper, il n'y a aucun problème. On diffusera juste pas le podcast, mais le mec complètement fou. Mais voilà, ma question c'est sur ça. Pour enchaîner, comment t'as fait? Comment faire pour enchaîner? Alors déjà, il faut taper aux portes de beaucoup de banques, parce Ok. qu'il y en a certaines qui n'ont pas pris du tout en compte mes revenus courte durée, par exemple, et d'autres qui ont pris en compte 90% des revenus courte durée. Donc t'en as Ça parlé. change tout. Oui, j'en ai parlé. Alors Par attends, contre, t'as il y a parlé eu- des revenus que tu faisais en courte durée, ou Oui. tu t'es arrivé à la banque en disant bonjour, j'achète cet immeuble pour faire de la courte durée? Non, C'est j'ai parlé complètement des différent. revenus, Eh oui, des oui, revenus oui. que j'avais. Par Ok. contre, j'ai jamais dit que c'était pour faire de la courte durée. Ok. Donc on Il est faut toujours avoir complètement des raccord. scénarios, il me semble, assez classiques Ok. que les banques peuvent comprendre. Donc ça, je suis passée par des courtiers aussi, qui m'ont débloqué sur certaines situations. Et puis, je sais pas dans quelle mesure on peut en parler, mais parfois, il faut savoir aussi raconter les histoires que les banquiers veulent entendre, et pas forcément parler de tout. Donc voilà, un conseil un peu général. Ok, on a Il compris. faut voilà, réussir à voir ce que les banques ont besoin d'entendre pour accepter un dossier. Ok, Pauline, c'est Et, reçu. après, la stratégie là que je pense vraiment sous-cotée et que je vais exploiter dans les mois à venir, c'est Mhm. d'acheter des immeubles dans des petites villes en location nue. C'est-à-dire qui n'ont pas forcément de travaux dans l'immédiat, qui sont déjà loués. Donc le fait qu'ils soient déjà loués, on peut négocier à fond le prix d'achat et on peut défendre un dossier beaucoup plus facilement à la banque. Et le fait d'acheter comme ça en volume, on a un prix au mètre carré qui est plus bas, et là on peut dégager du cash flow. Parce que sur un immeuble de 4-5 appartements, où la négo a été assez forte, notamment en ce moment, c'est possible, on peut dégager peut-être à partir de 500 euros de cash flow par immeuble. Ok. Donc ça, dupliquer 3-4 fois, ça permet de commencer à bien repasser son salaire. Ouais. Ça répond entièrement à ma question, et du coup, Tony, je te laisse poser la tienne. Non, je trouve, alors je rebondis juste là-dessus, c'est super intéressant, Pauline, ce que tu dis, parce que on revient d'une parenthèse indépendance avec Yann, donc nos coachings sur 3 jours, et on en avait parlé qu'il n'y avait pas de recette magique, en fait, que quand tu avais un salaire qui te permettait de t'endetter, à un moment, il fallait te mettre du crédit sur la tête,
Parce que le cash flow, c'est un des effets qui se coulent de l'immobilier. Le premier, c'est celui-là, parce que tu le sens tout de suite. Il y a la plus-value latente que tu auras, mais il y a surtout la face cachée de l'iceberg. En fait, le cash flow, finalement, c'est que le morceau qu'on voit et qui flotte, mais le plus gros, c'est le remboursement du capital. Et ça, on ne s'en rend pas compte, parce que tous les mois, tu prends dans ta poche droite, tu le mets dans ta poche gauche, et tu ne l'as pas vu passer, quoi, sous ton nez. Mais quand 5 ans, 6 ans, 7 ans après, tu arbitres ton patrimoine, voilà, tu te rends compte que vraiment, tu t'es enrichi avec du vrai argent qui est sur ton compte. Et donc, je valide cette stratégie. Je rajouterais de le faire quand même dans des villes où on ne parle pas de patrimonial, mais où voilà, c'est des bonnes petites villes de campagne, quoi. Pas Bagdad. Oui, c'est sûr. Ouais. Que tu penses à la revente. De marché sur la ville. Mais c'est une bonne stratégie. Moi, j'allais te poser la question sur ton business. Comment ça se passe quand tu te mets sur Instagram? Est-ce qu'au départ, c'est pour partager tes rénaux, partager ton parcours, et à un moment, tu vois qu'il y a quelque chose à faire? Et comment ça se passe le moment où tu te dis, tiens, il y a quelque chose à faire, et le moment où tu dis, purée, ça marche, j'appuie sur le bouton, j'appuie. Très bonne question. Au début, c'était vraiment pour partager. J'avais pas d'aspect monétisation en tête forcément dès le début, mais je voyais aussi le potentiel d'avoir une communauté sur les réseaux, le nombre de personnes que ça touchait, et voilà. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, mais on va commencer sans se prendre la tête, juste en partageant. Et puis après, je suis tombée sur le concept d'affiliation. Et là, j'ai vraiment fait un switch parce que avec l'affiliation, on n'a pas besoin de créer nos produits. On peut partir de zéro, il n'y a aucun budget à mettre en place. Et juste par le fait de créer du contenu, de temps en temps, on va amener nos abonnés à cliquer sur certains liens, à acheter certains produits qu'on recommande. Et juste en faisant ça, en étant apporteur d'affaires, on peut être rémunéré. Donc là, je me suis dit, ça c'est magique et c'est parfait pour moi. Parce que moi, je n'ai pas vraiment d'expérience, de compétences dans un domaine. Par contre, j'ai fait appel à des prestataires qui ont été à la hauteur et je peux les recommander et me rémunérer là-dessus. Donc génial, vraiment un business que j'ai développé et qui marche de mieux en mieux. Aujourd'hui, l'affiliation, tu le fais sur quel type de produit, si on a le droit de le dire? Oui, bien sûr. En majorité, c'est sur une formation travaux, justement, pour apprendre aux investisseurs à devenir maîtres d'œuvre et à coordonner leurs travaux et à diviser un budget par 2, jusqu'à 2. Et ensuite, il y a aussi des partenariats avec des courtiers, avec des fournisseurs de matériaux, et peut-être aussi des artisans par la suite. Ça a développé. Fournisseurs de matériaux, on parle de GDMat, Leroy Merlin, des gros groupes ou des trucs... des petits plutôt qui sont en croissance et qui sont aussi présents sur les réseaux et du coup qui connaissent le potentiel. Que tu as démarché ou qui t'ont démarché? Alors c'est marrant, mais j'avais commandé du coup un parquet chez ce fournisseur et j'en ai juste fait une story pour dire que j'étais satisfaite, mais sans démarche d'affiliation derrière. Et là, le fournisseur m'a contacté et m'a proposé justement de mettre en place un code promo à proposer à mes abonnés et d'être rémunéré en échange. Donc ça s'est fait juste par une story bénévole, on va dire, au début. Ok. Et ça, du coup, tu as récidivé sur ce que tu consommes. Ok. Ça revient, c'est pas péjoratif, mais ça revient un peu à un métier d'influence, en fait. Oui, du coup, c'est de l'influence, mais il y a juste le paiement qui se fait pas de la même façon, parce qu'un influenceur, il est payé au contenu qu'il crée. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, alors que moi, je suis payé au résultat. Et ça, c'est un point fort pour le vendeur qui veut mettre en avant ses produits, c'est qu'il n'a pas d'investissement à faire, en fait. Okay. Il paye son influenceur affilié au résultat. Okay. Donc, je trouve que le business model est vraiment top. Ça, t'arrives à donner un pseudo-chiffre sur ce que ça te génère Oui, tout à fait. Il faut pas. En moyenne, sur les premiers mois où j'ai commencé à faire de l'affiliation, j'étais à plus de 1 000 € par mois sur les débuts. Et là, le mois dernier, il y a eu une promotion sur un produit et tout un tunnel de vente qui a été fait pour amener plus de clients. Et là, on est au-delà des 10 000 € sur ce mois. Donc, super contente. Super contente. Félicitations. Bravo. Trop bien. Trop bien. C'est balèze. Ok. Donc, tu as ça. Donc, partie affiliation. Et ben c'est tout. En monétisation de ton compte Insta, en fait, c'est l'affiliation. L'affiliation. Après, j'avais développé quelques coachings ponctuellement pour justement aider des gens à faire comme moi, à faire de l'affiliation, ou plus largement à monter un Instagram, un compte Instagram,
à développer son contenu. Donc voilà, ça reste secondaire. Et après, là, ce que j'aimerais bien développer par la suite, c'est de proposer des immeubles de ma région rentables que j'aurais pas pu, moi, faire financer, mais finalement de les proposer à ma communauté et toucher une commission d'apporteurs d'affaires en échange. Ok. Voilà. Ouais, c'est trop bien parce que dès que tu es dans un truc que t'aimes, du coup, où tu es doué, et puis où ça te plaît, tu trouves tout un écosystème en fait à faire autour de ça finalement. Complètement. Hop, on te coupe dans ton podcast préféré, mais c'est pour la bonne cause. On veut absolument te dire les événements qu'on a pour l'année 2025 pour faire un truc assez court, assez concis, mais que tu aies vraiment la liste de tous les événements qu'on fait. Le premier, c'est le Mastermind Entrepreneuriat au mois de janvier. C'est les 16 et 17 janvier. Si tu as envie de lancer un business, si tu as envie de te lancer dans le business, si tu as déjà un business que tu veux le scaler, on sera toute la team GI, donc moi, Yann, Ben et d'autres intervenants. Et Fab, et d'autres intervenants, dont 2 jeunes gens que tu connais bien qui ont démarré un business à partir de 0 et qui font des chiffres incroyables. On aura aussi un autre intervenant qui a fait plusieurs rachats, reprises d'entreprise, revendus à plusieurs millions. Donc vraiment quelque chose de sérieux. N'hésite pas, tu as le lien, bien entendu, dans la description de ce podcast, que tu sois sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Et tu as le lien aussi dans la bio de nos Instagram, si tu nous suis sur Insta. Exactement. Yannou, et on va mettre... qu'on a en mars ? On va mettre de toute façon les liens de tous les events qu'on te présente et on les met directement dans la bio, donc tu as juste à cliquer. Tout de suite après, on partira faire du MMA pendant une semaine avec notre combattant professionnel et coach qui est Bourama. Donc là, c'est une semaine de networking, de MMA, d'apprentissage, d'intervention, puisqu'on fait des interventions à ce moment-là. Et donc ça, c'est en mars. On aura suivi du kitesurf au mois d'avril. Donc là, on sera à Port-le-Cat. Ça va être un événement génial parce qu'on n'a jamais fait de kite. Yann et moi, on va apprendre. Et pour ça, on a même réussi à négocier des sessions de kite de 4 heures. Donc, on va vraiment apprendre. On sera dans un lac, on aura pied partout. On a tout ce qu'il faut pour la sécurité. On sera logé dans des logements atypiques. Je pense qu'on va vraiment se marrer. Donc, encore une fois, si le kite, ça t'intéresse, tu veux être avec nous. On sera un petit groupe, on sera seulement 20 personnes. Ça va être dingue. Ça va être incroyable. On a notre chef qui vient avec nous et comme tu l'as bien dit, on a réussi à avoir 4 heures de kite, sachant que toutes les écoles nous proposaient 1h30. Donc là, ça va être vraiment le feu et on va vraiment pouvoir apprendre puisque ça fait beaucoup d'heures. Après, on est sur juin. Là, on a le Mastermind Surf, donc qui est à Biscarros. On a déjà la maison et tout. On va pas trop spoil, mais on va avoir des trucs rigolos dans cette maison et lors de cette semaine. Donc là, c'est une semaine de surf. On fait du surf le matin en fonction des marées. Et après, pareil, les vacances avant, les vacances, networking, apprentissage. Voilà pour juin. Après, on part en vacances. Et en septembre, on revient même au mois d'octobre. On aura la parenthèse indépendance pour la 8e édition. On n'en fait plus qu'une par an aujourd'hui. La parenthèse, c'est notre coaching où on réunit 16 investisseurs qui viennent de toute la France. Vous pouvez venir en couple, vous pouvez venir tout seul. Si vous êtes en couple, vous pouvez quand même venir tout seul. On va passer 3 jours entiers à bosser. On est dans la maison chez mamie. Voilà, c'est un coaching qui est hyper intense. On dort très très peu, mais on en revient complètement transformé et plus que grandi. On n'en fait plus qu'une par an. Il n'y a que 16 places. On ouvre les places du coup 1 an à l'avance. Au moment où vous écoutez ce podcast, quasiment 1 an à l'avance. Parce qu'on sait que ça va aussi se remplir vite maintenant qu'on est passé de 4 sessions par an à une seule. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à vous inscrire. On sait que dans 1 an, ça paraît loin, mais on sait aussi que ce sera vite là. Exactement. Donc, tous les liens de tous ces events dans la bio, juste en dessous, puisque force est de constater qu'on ne doit pas être très très bon en com, puisque tous les jours, on répond aux mêmes questions. Là, vous avez tous les liens, vous avez juste à cliquer et vous pouvez repartir avec votre podcast. Alors moi, j'avais une question, c'est au moment où tu as... Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à décoller sur Insta ? Est-ce que tu as un contenu particulier que tu aimes bien, dans lequel tu es doué, qui marche bien ? Est-ce que tu as essayé plein de trucs et puis tu as regardé les stats, tu as dit bon, ça marche ? Comment ça a été quoi la réflexion derrière tout ça ? Ouais, on peut partager quelques tips là-dessus parce que j'ai testé beaucoup. Je pense que dans un premier temps, il faut beaucoup de boulot, ça c'est évident, il faut être régulier. Donc moi j'étais dans un rythme où je publiais 3 ou 4 fois par semaine et tous les jours en story et beaucoup de messages perso aussi.
Donc ça, c'est important. Beaucoup d'engagement quand on débute. Donc aller commenter les comptes de la même niche, aller discuter avec les gens, aller partager en story des gens qui nous inspirent pour qu'ils nous repartagent, qu'on puisse partager les communautés. Intervenir dans des podcasts. Bon, là, c'est ce que je suis en train de faire, donc c'est cool. Et après, tester différents formats. Donc à la fois du format très court, qui en ce moment est assez tendance, donc c'est-à-dire, on va dire 5 secondes de vidéo, du texte qui apparaît par-dessus, et le fait que l'algorithme tourne pendant que la personne lit le contenu, donc la vidéo est vue plusieurs fois, et ça c'est un bon signal pour l'algorithme. Mais aussi du contenu assez long, d'environ 45 secondes, pardon, 1 minute, où il y a beaucoup de valeurs concrètes, et qui attire l'attention dès le début. Donc on dit souvent que les 3 premières secondes, c'est les plus importantes. Donc réussir à mettre suffisamment de suspense et de mystère en fait dès les 3 premières secondes pour que les gens aient envie de regarder la minute entière. Et ensuite, c'est juste, après quelques mois, reprendre les contenus qui ont le mieux marché, les recycler sous d'autres formes, et voilà, répéter ce qui a marché, aller voir aussi sur d'autres comptes ce qui a particulièrement marché dans la niche, et les refaire à sa sauce. C'est un vrai job de ouf, en fait. C'est beaucoup. Oui, c'est sûr. Mais une fois que c'est mis en place, là, je vois tout l'intérêt que ça peut avoir. Ouais. Je pense que tu as raison. Alors, tu vois, tu parlais des contenus ultra courts, 5 secondes. J'ai mon pote Lohan que j'ai reçu dans le podcast, qui est coach nutrition, qui m'a aidé à perdre mes kilos là, il y a 6 mois. Il a fait passer son Insta de 7000 à 17 000 abonnés en 1 mois avec ce que tu dis, Pauline, avec le contenu ultra court. En gros, il s'est fixé un challenge de faire 20 000 pas par jour. Donc, tous les soirs, il va faire ses 20 000 pas. Il prend son téléphone et il se filme avec sa capuche sous les réverbères en train de faire 20 000 pas en mode bien dark. Ça dure 5 secondes et il met une citation inspirante dessus, écrit en petit, où tu es obligé d'appuyer sur la vidéo pour qu'elle s'arrête et lire le truc. Et apparemment, ça a explosé. C'est sûr. Mais là, donc actuellement, j'ai 23 000 abonnés. Jamais douté. Je pense que sur la majorité, donc peut-être 20 000 abonnés, c'est que grâce à une petite dizaine de réels que je les ai eus. Ok. Donc finalement, sans ces 10 réels-là, je serais toujours à peut-être 2-3 000 abonnés. Et ça peut aller très vite, parce que c'est des réels qui font énormément de vues et qui ramènent peut-être 2000 personnes d'un coup, en quelques jours. Et Pauline, parce qu'on parle j'ai un truc super inspirant à dire sur ce que vient de dire Pauline. C'est que tu sais, il y a un parallèle avec la bourse, c'est que sur 10 ans en bourse, la performance, elle se fait sur 20 journées. Si tu les rates, tu n'as pas la perf. Et ben là, mais par contre, tu es obligé de te taper toutes les journées pour avoir les 20. Et en fait, c'est exactement ça. Tu sais pas quel réel va péter. Tu es obligé de tous les faire. Complètement. Et ton Insta, donc, Pauline, les gens, nos auditeurs te retrouvent où? Oui, bien sûr. Pauline-Immodurable. _, ok. Immodurable. Voilà. Immodurable, ok, d'accord. Moi, t'as encore une question, toi? Non, c'était super intéressant. Yannou, je vais te filmer en format court bientôt. 5 secondes et je vais mettre une citation inspirante. Ouais. Mais il est dépité, mon Yann. Non, on en a déjà parlé, mais je pense qu'il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à comme tester. les travaux. Fait, faut s'amuser aussi. Non, mais en fait, d'accord avec ça, Pauline, qu'il faut s'amuser. On en a pas parlé, mais il faut absolument prendre du plaisir. Et c'est vrai que moi, je pense que j'ai un côté peut-être créatif où j'aime bien créer. Enfin, je prends du plaisir juste à monter des vidéos, juste à réfléchir à quelle idée je vais exprimer. Et si on prend pas de plaisir, on peut pas tenir sur la durée. Et là, c'est vrai que typiquement, tu vois, sur les réels, putain, j'en prends tellement pas. Sur Insta, tout court, j'aime bien le format pour pouvoir parler vite, etc. Nous, on est très fort en story, si tu veux. Je pense. C'est notre point fort. Mais on est fort parce qu'on a de la facilité à parler à un téléphone. Enfin, aux gens à travers un téléphone. Oui, c'est pas qu'on est très fort, c'est qu'on est peut-être à l'aise. Naturel, voilà, on est à l'aise et naturel, un peu McDo, quoi. Venez comme vous êtes. Mais par contre, ce que j'aime, c'est que au-delà des vanity metrics, de dire j'ai XX abonnés, Pauline, attends. Des vanity metrics, ça veut dire je me pignole parce que j'ai tant de likes, 20 000 abonnés, 30 000, 40 000 X likes. Donc ça pignoler, tu le remplaces par vanity metrics. Okay. Tu vois. Mais au-delà de ça, ça se transforme en euros à la fin quand même, tu vois. Ah oui. En personnes qui écoutent le podcast, en gens qui viennent au surf, au MMA. Alors je suis d'accord, mais au final,
le temps passé pour faire, tu vois, Pauline le dit, t'as, admettons, 8 réels qui pètent, t'en as posté 100, ça fait cher les 8 réels, quoi. Tu vois, parce que c'est du temps. C'est pour ça qu'il faut s'amuser, je pense. Il faut s'amuser, et moi je vois aussi une autre valeur à publier du contenu, c'est-à-dire que ça fixe mes enseignements sur l'investissement IMO, sur les travaux. En fait, quand j'ai une info et que j'essaye de l'assimiler, en faire du contenu, ça me permet de la retenir encore plus, donc c'est un bénéfice aussi personnel. Pas que juste créer du contenu pour créer du contenu, ça m'aide aussi, ça me permet de faire le point. Après, nous, on pourrait faire des épisodes qui fonctionneraient vraiment, ça ferait des vues. Je te dis, c'est tu mets avec un rouleau, et c'est pas une vanne, on le fera pas parce qu'il faut être tout le temps ensemble, mais tu mets un rouleau de peinture sur un mur, tu me fais faire de l'élec et tout, je rentre dans des états tellement de nerfs, ça me rend tellement fou que on ferait des vues, parce que ça serait très l'autre jour, j'ai dit à Ben, on était au bureau tous les deux et on bossait il y a vendredi après-midi et on a tellement raconté de la merde et des vannes que j'en pleurais tellement j'avais envie de rire. Je dis la prochaine fois, je nous mets 2 micros, une caméra sur un pied et à la fin de la journée, on fait un montage. Je pense que là, on ferait des vues. On irait peut-être en prison aussi. Mais c'est même sûr, ça c'est certain. Pauline, ton avenir, ton avenir pas sur les 40 prochaines années, mais là tu te focuses sur quoi, tu vois, admettons sur les 2 prochaines années? Alors, une première phase où je me focus sur emprunter au maximum avant de plus avoir mon CDI. Donc là, il faut vraiment acheter de l'immeuble en masse, quoi, vraiment. Et ensuite, j'aurai 2 focus, c'est gérer mon parc immobilier et potentiellement faire des opérations d'achat-revente, vu que j'aurai plus ce levier locatif. Et le deuxième pilier, c'est la création de contenu. Ça, je sais que je veux le garder et explorer d'autres manières de le monétiser, mais voilà, garder une approche de création de contenu et d'animation d'une communauté. Et je trouve que c'est bien de répartir comme ça, parce que le jour où l'immobilier, ça marche moins bien, y a cette activité en ligne qui peut compenser. Et le jour où j'ai envie de lever un peu le pied sur l'activité en ligne, je sais que je peux avoir des projets immobiliers à côté. Ça me permet de pas mettre tous les œufs dans le même panier et d'avoir 2 activités qui me passionnent et qui sont complémentaires en plus, parce que mon contenu part de mes activités IMO. Puis je pense en plus que le dernier actif que je vois là-dedans, c'est ta commu. Si elle t'aime bien, elle te suivra, même si demain tu te lances, j'en sais rien, dans l'achat-revente de n'importe quoi, de voiture, ou tu trouves un nouveau truc qui te plaît, elle te suivra. Ou même si un jour tu fais de la création de contenu sur toute autre chose, si elle t'aime bien, tu la gardes en fait, je pense. C'est vrai qu'il y a cet aspect de personal branding, là, comme on dit. Un peu, ouais. Le fait de miser sur son image et d'avoir une communauté après qui nous apprécie pour l'humain et pas que pour c'est ça. le contenu technique. Bien. Et dans la partie IMO qu'aujourd'hui tu fais, puisque tu touches un peu à tout, où est-ce que tu t'éclates le plus, tu vois, sur les modes de location? Est-ce que pour toi le futur, et c'est pas grave du tout, hein, mais le futur c'est le meublé, le futur c'est le nu, comme la stratégie dont tu parlais tout à l'heure? Est-ce que le futur c'est la moyenne durée? Tu vois, on en parle très très peu. Nous on en parle beaucoup en mastermind, en séminaire, en parenthèse. C'est un truc qui est méga sous-coté. Et c'est peut-être très bien que ça reste comme ça. Ça nous permet d'avoir des choses à dire. Ou alors en courte durée, où est-ce que tu t'éclates le plus? Je pense qu'il y a 2 modes d'exploitation qui ont de l'avenir pour moi. Alors, pas du tout la courte durée, ça j'en reviens. Au début, j'adorais faire ça parce que c'était mes premiers revenus et c'est tout de suite assez explosif sur la courte durée au niveau rentabilité. Mais tellement de charge mentale, tellement de soucis à gérer, l'impossibilité de couper pendant ne serait-ce que 2 jours parce que j'ai constamment des voyageurs qui arrivent. Donc, et surtout que la courte durée, la loi tape de plus en plus dessus. Il y a de plus en plus de concurrence. Sur le particulier. Sur le particulier. Sur le particulier. Et la concurrence, par contre, je rebondis au fur et à mesure. La concurrence est super bon signe. C'est-à-dire que demain, si tu lances un nouveau sucre, mais que tu as 0 concurrence, tu ne te feras jamais connaître.
Donc, mais par contre, ça pour une fois que moi je vois le verre à moitié plein, mais c'est vrai, par contre, ce que tu dis. Ça veut dire s'investir plus, mettre plus de temps, d'énergie pour sortir du lot. Et moi, j'ai pas envie de mettre du temps là-dessus. C'est vrai, ok. Sur la courte durée. Donc, les deux stratégies pour moi, c'est effectivement la moyenne durée que je suis en train de mettre en place avec des beaux mobilités. Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui viennent peut-être 2-3 mois dans une région et ils ne trouvent pas du coup l'offre qui correspond parce qu'il y a la courte durée mais qui est extrêmement chère pour eux sur des durées moyennes et il y a la longue durée mais il n'y a pas d'entre-deux en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'offres et notamment on peut conseiller aux auditeurs Morning Croissant que j'utilise. C'est une plateforme qui permet de gérer vraiment de A à Z un projet de location en moyenne durée. Tout à fait madame, je valide. Et le deuxième, c'est l'investissement en nu, en SCI à l'IS. Pourquoi ? Parce que le nu en perso, je trouve qu'il est beaucoup trop imposé actuellement. Bon. Si on est sur... Ça dépend. Oui, si on fait des travaux, qu'on arrive à avoir du déficit foncier. Oui, non mais sinon... Mais après, une fois qu'on a... En fait, ça dépend si ce que Yann veut dire, c'est est-ce que 60% c'est beaucoup? Ça dépend. Oui, c'était une petite boutade. Je suis complètement d'accord. Parce que si tu es dans l'altruisme et dans le partage et dans l'amour de l'autre, à la limite, tu accepterais même qu'on te paye pour avoir l'opportunité de laisser quelqu'un entrer dans ton logement gratuitement. Oui, c'est vrai. Donc en SCI à l'IS aussi parce que c'est beaucoup plus maîtrisé les évolutions réglementaires, je trouve, qu'en perso. Oui. Non, mais dès que tu es en société, en fait. Ouais, c'est ça. Tu as plus de visibilité. Pourquoi le nu à la place du meublé? Déjà, moins de turnover. Et Yann, tu parlais des permis de louer. Donc s'il faut se refaire un permis de louer tous les ans parce qu'on est en meublé, bon, c'est un peu embêtant. Donc autant avoir quelque chose qui est en faible charge mentale. Vraiment. Donc là, aujourd'hui, tu vas privilégier la charge mentale sur le chiffre que tu fais. En gros, quoi, concrètement. Ouais, exactement. Mais parce que tu as ton projet entrepreneurial aussi qui parce qu'en permet, parallèle, entre guillemets. Il y a ce côté business et il ne faut pas que l'IMO prenne non plus trop de place. C'est un peu choisi ton camp, quoi. Oui. Si tu n'avais pas Insta, tu peux faire plus de LCD parce que en fait, tu acceptes la contrainte de la LCD parce que voilà. Oui, complètement. Et après, tu sais que c'est aussi un bon deal de répandre le fait que, malgré que je comprenne complètement ce que tu dis, mais je pense que c'est aussi un bon deal de dire que la LCD c'est foutu, c'est fini, la réglementation est très très dure, que ça prend énormément de temps, parce que c'est aussi, tu sais, il y a toujours des effets de vague, de comment on appelle ça, de hype, modes. De mode, merci. Et à la vitesse où ça a gapé, ça pourrait aller aussi vite en fait en redescente. Et donc il y a plein de gens qui pourraient switcher, passer sur d'autres stratégies. Et au final, ça nous rendrait un peu service. Donc j'ai aucun problème avec ce que tu dis ou ce que d'autres disent. C'est très bien. Il faut de tout pour tout le monde. Moyenne durée, on est tous les deux absolument d'accord avec ce que tu dis, j'en fais également et on en parle au moins 1 heure sur toutes les parenthèses, notamment avec l'aide de Morning Croissant. Donc, et je crois qu'on avait même fait un épisode podcast privé. Donc, oui, il me semble. Donc très très cool. Moi, j'ai pas plus de questions. Je trouve que ça a été fulgurant. Enfin, ta carrière d'investisseuse est fulgurante. Ça paraît fluide en fait aussi. Ouais. Je pense que de mon point de vue, j'ai l'impression de pas aller assez vite et que j'ai fait énormément d'erreurs au début, mais ça fait plaisir du coup d'avoir votre retour. 9 lots en 3 ans. Tu te dis, mine de rien, t'arrêtes de travailler en 3 ans, enfin, ou en tout cas tu l'envisages en 3-4 ans, de travailler en tout cas, enfin, ton travail salarié. Tu te retrouves à un job en tant qu'entrepreneuse qui te plaît, donc je veux dire, il n'y a que du positif en fait, même si forcément ça se fait pas sans se casser la figure ou sans faire des conneries. C'est impossible, et puis, ça. Les erreurs, tu sais, ça c'est pareil, c'est très français, c'est-à-dire que, mais peut-être dans les pays latins en fait, je sais pas si c'est vraiment français, mais
en tout cas en France, tu es extrêmement jugé sur tes erreurs, et si tu fais une erreur, en fait, on te passe à la broyeuse. Tu sais, comme les trucs à papier, là. Voilà. Dans les pays anglo-saxons, et pas que les States, dans les pays anglo-saxons, tu es extrêmement valorisé sur tes erreurs. C'est-à-dire qu'on te demande souvent combien d'échecs tu as eu. J'en ai discuté vendredi avec quelqu'un qui revenait des States. Et je pense pas que les erreurs font partie du truc. Après, il y a erreur et erreur, quoi. Il faut pas te mettre dans une merde infinie à tout jamais. Mais voilà, je pense que ça fait partie du chemin. Ça te construit, donc c'est plutôt bien. Mais c'est plus dans le sens où, avec les connaissances que j'ai actuellement sur l'IMO, si je devais tout recommencer de zéro, je pense que je deviendrais rentière en 1 an et demi. Alors attends, mais vas-y. Alors que là, j'ai pas encore remplacé mon salaire avec l'IMO. Grâce à quoi? En faisant quoi? En changeant quoi? Alors déjà, en ayant des biens beaucoup plus rentables, et en commençant pas par une RP, et en allant que sur justement cette stratégie d'immeuble. Ok, direct. Beaucoup en place, beaucoup de cash flow. Et voilà, faire ça 3-4 fois. D'accord, ok. Donc ça serait ton conseil, le conseil de Pauline à Pauline en 2020. Ça serait focus-toi direct sur de l'IDR, quoi. Mais après, il n'y a pas la maturité, c'est vrai. À cette époque, je me disais pas que je pouvais acheter un immeuble. Et puis tu prends pas le même risque. Et oui, c'est sûr qu'il y a du risque. Non, c'est certain. Après, il faut franchir les étapes petit à petit, encore une fois. C'est sûr. Moi, tu vois, qui ai commencé par un immeuble de 9 lots pas formé, ça m'a quand même vacciné pendant quasiment 2 ans. Avant de repasser à l'action, quoi. Mais bon. Ouais. Oui, il faut... Mais c'est toujours pareil, si ça se passe plutôt bien, ça va. Si tu prends un échec ou une grosse mandale, dès que tu commences, effectivement, ça soigne, quoi. On est bien d'accord. Ok. Est-ce qu'on laisse le mot de la fin à Pauline? Ou c'était un message que tu voulais faire passer? Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs, à tes auditeurs qui vont écouter ce podcast? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire passer? C'est peut-être pour ceux qui écoutent des podcasts mais qui n'ont pas forcément de cercle IMO entrepreneuriat, c'est de ne pas hésiter à se rendre à des événements. Je trouve ça tellement important. Donc, que ce soit des apéros IMO, des fois vous organisez aussi des semaines, il me semble, des séminaires. Enfin, en fait, ça apporte tellement et ça débloque surtout beaucoup de croyances. Et moi, c'est grâce à ces événements-là que j'en suis ici aujourd'hui. Donc, vraiment motiver les gens à sortir un peu de chez soi, rencontrer des gens qui sont là où ils veulent aller. J'avais prévu, parce que tu vois, ça, peut-être qu'on a un problème de com, nous, sur ça. C'est-à-dire qu'on fait 5, 4, je sais même pas. 5 événements sportifs par an. 5 masterminds par an, d'une semaine. On fait un coaching intensif pendant 3 jours. Et en fait, toutes les semaines, on nous demande quel est est-ce que vous organisez quelque chose cette année, tu vois. Donc je me dis qu'on communique très très mal dessus. Du coup, j'ai une pseudo-nouvelle résolution. Et au moment où on va couper avec toi, on va enregistrer une pub. Une publicité. Et je me suis noté, tu vois, elle passera à 49 minutes de ce podcast parce que on a bien arrêté de parler et Tony a bien repris. Donc il y aura, tu vois, une petite pub à 49 minutes. Avec un jingle, j'espère. Non, pas le jingle, mais pour pouvoir expliquer, balancer tous les events. Et ça, il faut qu'on le fasse sur tous les podcasts parce que on n'est pas bon là-dessus. Tu vois, c'est pas possible qu'on ait autant d'écoute et que... alors, on est tout le temps plein, par contre, tous les événements sont pleins, mais c'est pas normal que les gens nous redemandent toutes les semaines ou tous les 3 jours si on fait un nouvel event, tu vois. Enfin, je me dis, on n'est pas bon. C'est parfait, du coup, le mot de la fin correspond à ça. Ouais, bien joué. Bravo, Pauline. Merci, Pauline. J'encourage les gens à le faire, c'est game changer, comme on dit. Ah, et il y a une punaise sur le micro. Je sais pas si vous la voyez. Mon Dieu. Non, pas du tout. Non. Attendez. J'y crois pas. Et on est envahi par les punaises en ce moment. Regarde. Qu'est-ce que c'est dégueu. Ah oui. Ne l'écrase pas, ça sent très très mauvais. Hop là. Voilà, tous les végétariens, tout ça en PLS.
Eh ben écoute, je tiens à te... Enfin, nous te remercions, mais je te remercie, Pauline, pour ton temps. Merci pour ce podcast Merci beaucoup, Pauline, qui apportera plein de valeurs. C'est certain. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont s'identifier à toi. J'espère plein de nanas. Et de mecs, mais j'espère plein de nanas. Et encore bravo pour le parcours. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et c'est vrai que je vous connaissais et qu'il y a 1 an et demi, jamais je me serais imaginé pouvoir passer sur ce podcast. Donc ça aussi, c'est un des bienfaits d'Instagram, c'est de pouvoir avoir accès à des personnes, à des milieux qu'on ne se pensait pas capables il y a quelques mois. Donc trop cool. Trop bien. Le plaisir est partagé. Oh mec, on est raccord sur la couleur du pull, les mots et tout. On va finir par un truc bizarre. On va fusionner comme dans Dragon Ball. Bon, nous on vous dit la même chose qu'absolument tout le monde, c'est qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.